Les gens qui viennent me voir dans les stages vont bien et sont obligés de se raconter une histoire, à quel point ils vont pas bien du tout, pour justifier le fait de venir me voir. D'ailleurs, la plupart du temps, les premières 5 minutes d'échange, c'est pour démystifier leur faux malaise. Parce que on est dans une société où être victime nous range immédiatement dans le camp des gentils. Donc les gens ont fabriqué des victimes dans leur système à fond. C'est incroyable. Le monde a été divisé en... Il y a les gentils et les méchants. Les méchants font du mal aux gentils. Donc les gentils sont victimes des méchants. Donc maintenant, dès que tu es victime, tu es rentré dans le camp des gentils. C'est extrêmement simple. Donc il suffit d'être victime à cause de maman, à cause de papa, à cause de la société, à cause de la crise, à cause de la guerre, à cause du gouvernement mondial, à cause des chemtrails, à cause de la malbouffe, à cause de tout et n'importe quoi. On crée des ennemis, et de plus en plus d'ennemis, car à chaque fois qu'on trouve un ennemi, on justifie en fait que nous sommes dans le camp des gentils. Car tous les camps sont tous le camp des gentils. Tous les protagonistes de chaque guerre dans n'importe quelle partie du monde sont les gentils de l'histoire. Et ils sont tous en train de se battre au nom du bien contre les méchants. Mais on est trop aveugles et imbus de nous-mêmes pour s'en rendre compte. Alors les gens que j'attire dans mes stages, en fait, quand ils viennent, ils se disent, bon, alors comme je vais le voir, il faut que j'ai un problème, et ils inventent un problème. Mais clairement, ils inventent un problème. Mais ils l'inventent pas pour venir me voir, hein, ils l'inventent déjà dans leur vie. Les gens vont te dire, je n'ai jamais été aimé par mes parents. Ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie avant leurs 5 ans. Ils n'ont aucun souvenir de la réaction qu'a eu leur papa devant leur berceau. Ils n'ont pas passé des heures à être bercés peut-être. On leur a pas changé leur couche peut-être. On n'est pas allé au boulot pour remplir le frigo peut-être. Ils ont complètement oublié ces petits détails. Mais les gens oublient complètement ça et ne veulent juste que regarder à quel point la vie a été méchante contre eux et comment ils sont empêchés, comment ils ont un blocage. Et les gens, ils viennent avec tous cette phrase « j'ai un blocage ». C'est important d'avoir un blocage parce que ça justifie mon mal-être aujourd'hui. Ça justifie que je ne sois pas la personne que j'ai envie d'être. L'idée n'est pas de gommer nos contradictions, mais de les prendre à plein bras en disant « je suis grand et petit ». Et tant que je voudrais être que la moitié de moi-même, c'est-à-dire que le pur, que le beau, que le grand, que le gentil, que le généreux, je vivrai avec un seul œil, en ne voulant regarder que la moitié de moi et en posant un déni sur ce que je suis réellement. Et ce déni sur ce que je suis réellement, c'est-à-dire chaud et froid, grand et petit, noir et blanc, ombre et lumière, si je mets un déni sur mon ombre, eh ben cette ombre apparaîtra dans ma matière. Car plus vous voulez regarder de vous ce qu'il y a de positif, eh bien plus ce que vous ne voulez pas voir de vous apparaît dans votre matière. Car en fait, l'inverse de ce que vous êtes est toujours avec vous. On est dans un monde relatif. Nous sommes les deux choses à la fois. Quand on refuse d'être la moitié de soi, elle apparaît dans notre matière. Et c'est pour ça que la matière marche comme elle marche en ce moment. Pourquoi, en fait, les gens regardent dehors et ne peuvent pas se reconnaître? Parce qu'ils veulent être simplement la moitié d'eux-mêmes. Ils veulent être que purs, que généreux, que grands, que gentils et sympathiques. Lorsque on a compris qu'il n'y avait plus qu'une conscience observante qui regardait la matière se dérouler à travers nous, lorsqu'on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il y avait juste à être, eh bien, arrive une étape suivante. Une étape que je trouve encore plus merveilleuse. Lorsque j'ai touché du doigt cette sensation, on est tellement au contact du divin qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a juste à être, eh bien, c'est le moment pour se mettre à faire. C'est justement parce qu'il n'y a rien à faire qu'on peut faire. Ça devient gratuit. C'est un coup dans l'eau. C'est juste pour jouer. C'est quand on a compris qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait que à être, que l'on peut enfin se remettre à faire. Mais là, on se met plus à faire pour obtenir, on se met à faire, pour le plaisir et pour jouer. Car c'est ça qu'on est venu faire sur ce plan dual. On est venu pour jouer. Alors c'est sûr que quand c'est devenu si sérieux, quand on a oublié qu'on jouait et que la matière est devenue super sérieuse, parce que nos enfants tombent malades, parce qu'on meurt, parce qu'on souffre, alors là c'est devenu sérieux. Alors là on veut vite se barrer. Et là d'un seul coup on veut vite regarder la vie comme ça. Montrez-moi que ce qui est beau s'il vous plaît. Et vite de l'unité. Ramenez-moi dans l'unité. J'ai trop mal ici sur cette planète. Mais quand on est retourné là-haut et qu'on a bien compris qu'on n'était là que pour jouer, qu'il n'y avait rien à faire, et juste à être. Alors là, on redescend dans la matière. Là, on redescend dans la dualité. Là, on redescend dans je suis grand et petit parce que je m'en fous. Je suis grand et petit, je suis juste là pour jouer, c'est pour de faux. Comme quand on est gamin. Quand je suis méchant, c'est posé sur ma gentillesse. Quand je suis égoïste, c'est mon altruisme. Quand je suis grand, je suis petit. Je suis cette dualité incarnée.
Je suis la dualité incarnée, c'est ça un humain. Vous n'aviez pas remarqué? Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Il s'avère que dans notre lointain passé, nous avons conçu nos corps physiques comme des véhicules afin de venir faire une expérience dans un monde relatif. Mais avant d'être des humains, nous sommes d'autres êtres qui avons le plaisir de manipuler de la génétique pour avoir créé des sphères de vie comme cette planète, puis avoir sur cette sphère créé des corps, puis avoir investi ces corps pour aller jouer. On a induit dans le personnage, pour qu'il reste en vie, la peur de mourir. Donc on a fabriqué un truc qui s'appelle l'ego, qui va en fait te permettre d'avoir peur de mourir et donc créer de la survie. Du coup, ton personnage, quand il arrivait au bord d'une falaise ou d'un volcan, au lieu de tomber comme un con dedans puis de devoir revenir pour rejouer, le truc, et au bord, il s'arrêtait parce que tu avais induit dans son système la survie. Le problème, c'est que les véhicules qu'on a créés sont des véhicules qui fonctionnent de façon autonome, c'est-à-dire que lorsqu'ils se mettent à croire quelque chose, ça devient vrai pour eux. On s'est mis à oublier qu'on était Dieu. Et c'est un plan dans le plan, c'est-à-dire que les dieux que nous sommes sont hyper contents d'avoir été oubliés que nous étions dieux. Parce que ça, en fait, c'est vraiment jouer. Quand tu es en train de jouer à la vie, au point d'oublier que tu es en train de jouer, vous imaginez la qualité du jeu. C'est pas un petit jeu vidéo où tu sais que si tu meurs, c'est pas grave, t'as encore des vies. Là, on est à fond dedans, complètement pris dedans, au point d'oublier totalement que nous sommes dieux. Et le jeu est tellement bien foutu que ça peut faire 200 000 ans qu'on est pris dans le jeu complètement, en oubliant complètement que au départ, nous sommes des dieux qui, eux, en fait, ne sont pas en train d'attendre, parce qu'ils ne sont pas dans l'espace-temps, car ça n'est que dans le monde relatif que le temps existe, mais dans l'endroit où on est en train de nous regarder jouer, on n'est pas du tout en train d'attendre. On est juste en train de faire cette expérience-là. Donc nous, qui sommes actuellement pris dans la matière, les bras jusque-là, complètement croyant que nous sommes notre corps, dans une peur panique de perdre le corps de nos chers amis et amours, et dans la peur de perdre notre propre corps, on est pris dans la matière et c'est plus du tout un jeu. Vous voyez le délire ? Mais on a été tellement loin et tellement loin dans la matière pendant des centaines d'années, des milliers d'années et des milliers de vies, que aujourd'hui, on est en passe, et c'est là vraiment le pied de l'humanité pour moi en ce moment, c'est qu'on est en passe de se souvenir en fait que notre véritable nature, c'est d'être en train de nous regarder jouer et de voir en fait que on est là pour jouir et s'éclater dans la matière. Et je voudrais encore ajouter un truc pour vraiment insister dans ce point de vue-là, parce que ça a changé ma vie de comprendre ça comme ça. Parce que non seulement je ne suis plus en colère contre le Dieu fondateur que je suis, le maître généticien que je suis depuis un lointain passé, et dont on se fout aujourd'hui. Je suis juste Franck l'humain, perdu dans la matière comme tout le monde. Mais au moins je ne suis plus en colère contre cette part-là de notre ombre. Parce que j'ai compris que c'était moi déjà, et je comprends l'enjeu. Mais il y a un autre truc. Vous savez, les anges. Est-ce que vous avez remarqué que les anges, dans toutes les cultures, sont à notre service? On prie les anges et les anges interviennent. On va pour mourir, les anges nous sauvent. On va pour vivre un truc désagréable et les anges viennent nous aider. Il n'y a pas un truc qui vous gêne avec ça? Ils sont toujours derrière l'humain à vouloir nous sauver. Vous n'avez pas une vie à vivre? Tu sais, un espèce de truc comme ça, de dire, mais c'est quoi l'idée avec les anges? On dirait qu'ils sont accrochés à l'humain et qu'ils ont un seul but, c'est nous aimer et nous aider. En fait, quand tu rentres en contact avec cette fréquence-là, ils sont vraiment comme ça. Et vous savez pourquoi ils sont autant à notre service? C'est parce que eux, en fait, ce sont des êtres qui n'ont pas eu, comme nous, le courage d'aller nous perdre autant dans la matière. Un ange ne dispose pas de libre arbitre, parce que, en fait, son libre arbitre, il se résume à ça. Je suis Dieu. Le libre arbitre de l'ange, c'est de toujours choisir Dieu. Un ange ne choisit que l'amour. Un ange ne choisit que Dieu, tout le temps Dieu, et rien que Dieu. Donc, il ne se perd jamais dans la matière. Les anges nous admirent, car nous, en fait, on a notre libre arbitre qui nous permet de choisir l'ombre et la lumière, de choisir le diable ou Dieu, de choisir la haine ou l'amour. Les anges nous admirent et nous soutiennent parce que nous avons été plus loin qu'eux. On va dans l'endroit où on oublie complètement que nous sommes Dieu. On est parfaitement paumé depuis notre propre dessein. C'est notre choix le plus profond d'être paumé. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est sûr
et je le conçois, quand on a complètement oublié qu'on jouait, quand on ne comprend plus rien aux règles du jeu, et quand on ne veut plus que croire à non, la course au pognon, et il y a que ce que je crois. Oh, les gens sont tellement loin de cette réalité-là que, oui, là, leur vie est d'une intensité incroyable parce que ça fait vraiment peur. Et finalement, d'avoir saisi ça, ça n'amenuise pas l'intensité du jeu parce que j'ai toujours aussi peur pour mes enfants. J'ai toujours aussi peur pour la vie. J'ai toujours aussi peur de mourir. Je reste un humain pleinement. Mais il y a quelque chose qui ramène de la jouissance parce que je commence à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de foutre là. Vous voyez, c'est un peu moins dénué de sens. C'est un peu moins injuste. Lorsqu'on est sur cette planète, j'ai envie de dire lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, parce que c'est ça une naissance pour moi, lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, on télécharge la carte du niveau, comme dans un jeu. Donc, immédiatement, à la naissance, tu télécharges le décor, si tu veux. Si on se mettait à regarder tous les deux là-bas et à prendre une poignée de cailloux, si on la compte, on va compter le même nombre. Donc on est bien face à une réalité objective. Elle est le décor, le champ d'expérience dans lequel nous allons produire notre expérience. Sachant autre chose, par exemple, c'est que tout le monde est persuadé que tout le monde voit la même chose que lui. Moi, je ne vis pas dans le même monde que toi. On ne voit pas les mêmes choses. T'es pas tombé sur les mêmes bouquins. Tu ne regardes pas les mêmes infos au même moment. Quand tu allumes ton ordi, c'est pas les mêmes infos non plus. Et chacun, en fait, perçoit ce qu'il a besoin de percevoir, si tu veux, du monde. Et si on sélectionne seulement une part de cette réalité objective, c'est parce qu'on sélectionne la part dont on a besoin pour faire une expérience particulière. On n'est pas parfois en vie et parfois mort. On est, si vous voulez, pour donner une image, constamment dans l'invisible, constamment. Ça ne s'arrête jamais. Notre part invisible est éternelle. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, et c'est de temps en temps que pour la part incarnée, puisque cette part invisible n'est pas soumise à l'espace-temps, et de temps en temps, je focalise ma pensée au point en fait qu'elle devienne tellement dense qu'elle se polarise en positif et négatif et qu'elle devienne matière. Donc je fabrique des corps en polarisant de la pensée. Mais non seulement je ne fabrique pas qu'un seul corps à la fois, mais je crée plusieurs multimois simultanés pour faire des expériences simultanées dans le multivers. Mais chacune de ces expériences ne sera consciente que d'elle-même. Par contre, à aucun moment, je suis totalement dans la vie et il n'y a pas de ma part, il n'y a pas moi dans l'invisible. Je suis constamment dans l'invisible, en train de veiller à toutes ces parts en activité, et des morceaux de moi, des parts de moi, si vous voulez, sont comme qui dirait incarnés dans une expérience physique, dans un espace-temps particulier. Et ce qui est marrant aussi, c'est que toutes ces multi-émanations, c'est-à-dire ce que je suis ici en 2016, je suis né, moi, en 1973, parce que j'avais besoin de vivre une expérience dans ce laps de temps où le décor est comme ça et l'humanité vibre ça, parce que j'ai besoin des informations que je vais récolter en tant que Franck Lobvet sur ce plan pour aider mon incarnation d'à côté à vivre ce qu'elle est en train de vivre, et vivre mon autre incarnation de il y a 500 ans, il y a 600 ans, il y a 2000 ans, dans 2000 ans, pour, en fait, apporter de l'information à toutes ces parts-là en activité. Nos vies, en fait, sont toutes simultanées. Donc, si je suis en train de vivre sur un plan, avec mon petit avatar, hein, on continue d'être dans Bernard Werber, hein, tu sais, en train de créer son truc et de regarder au-dessus, nous les dieux, et puis en train de regarder nos petits bonhommes faire le truc. C'est vraiment une image parfaite hein, qu'il renvoie. Donc je suis là en train de jouer avec mes petits bonhommes, et il y a un de mes petits bonhommes qui vit une aventure, waouh, c'est un peu trop dense, un peu trop violent. Il est dans un champ de coton en train de courir et il est poursuivi par une dizaine de chiens, et quand ils vont le récupérer, les chiens vont à moitié le dévorer, et ils vont le pendre à la plus haute branche du domaine. Vous voyez l'image, on est en 1847, dans un champ de coton en Caroline du Sud, et tu es en train de vivre cette expérience-là. Tu commences à sentir le souffle des chiens sur ton talon, et là, il y a quelque chose d'extrêmement flippant qui se met à naître, et tu sens que pour l'être, ce que tu es en train de vivre, ça va être trop fort, ça va pas être possible, et il va mourir dans l'instant tellement le choc de peur est trop important. Mais, pour le dieu ou l'être qui est au-dessus, on se dit non, celui-là j'en ai besoin, je veux que mon avatar continue de vivre, car je veux une suite pour lui. Je veux qu'il se démerde de cette situation-là, je veux qu'il s'en sorte. Mais la fréquence qu'il va devoir canaliser dans cet instant est beaucoup trop forte. Car chacune de nos émotions, si vous voulez, est comme une fréquence qui doit nous traverser.
Cette fréquence, quand elle nous traverse, elle nous bouge. C'est comme une montée de Kundalini. Quand tu as une fréquence légère qui te traverse, juste tu perds ton chien, ça crée une fréquence qui te fait pleurer. Ce qui te fait pleurer, en fait, c'est le frottement de l'énergie à l'intérieur de tes canaux énergétiques. Si tu vis quelque chose de trop fort émotionnellement, tu vas claquer. Donc, le temps s'arrête, puisque le temps, en fait, ce sont des pulsations. Le maître au-dessus, il se dit, bon, comment je fais? Lui, il est en train de claquer, mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire cette expérience avec. Il dit, pas de problème, je vais créer une autre émanation. Donc, il fait naître un autre Franck en 1973. On crée une émanation, et Franck, il va naître en 1973 dans une famille où le papa, il est maître chien. Et puis, la maman, elle est fascinée par les clébards, et on a un chenil. Et donc, il grandit au milieu des chiens et des machins. Et lui, les chiens, c'est sa came. Il sait comment leur parler, il sait comment les regarder, il connaît chaque ton de leur aboiement, il sait exactement ce que signifie chaque grognement et chaque machin, et il n'a pas peur du tout des chiens. C'est même pas du tout un sujet pour lui. Et le Franck, qui va grandir avec cette connaissance des chiens, à chaque fois qu'il va s'endormir, comme tout le monde fait dans sa vie, quand il va s'endormir, il va faire des mises à jour avec toutes ses parts en incarnation. Et le Franck, qui est en train de courir dans le champ de coton, esclave avec les clébards qui sont derrière, une nuit, en dormant, il va avoir reçu toute l'information du Franck, qui connaît tout à propos des clébards. Et donc, quand il sera à ce moment critique, qui allait vraiment trop le faire paniquer, il saura en fait que les chiens, en fait, ils sont excités par les maîtres, mais qu'ils n'ont pas faim, et que s'ils se retournent et qu'ils leur parlent comme ça et comme ça, voilà ce qui va se passer. Il a réuni l'information qui va lui permettre de vivre cette expérience-là. Donc là, je vous donne vraiment une fausse information, parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas vous donner la vraie information. Car le Franck qui naît en 73, il est né pour 10 000 raisons de ce type-là. Et celui qui court dans un champ de coton qui est né en 1812, il est né pour 10 000 raisons comme ça. Et ces 10 000 raisons-là vont avoir une résonance avec celui qui est né en 1500, qui a 10 000 raisons. Et celui qui est encore en activité il y a 500 000 ans, qui est en train de frotter ses silex, lui, il est en train de choper de l'information, enfin, vous voyez, du même tenant. Et c'est pareil pour le futur. Donc, toutes nos parts en incarnation forment une gigantesque équation qui échappe complètement à notre entendement. Ce que je viens de vous dire est ridicule du point de vue de la complexité de l'équation qui est en cours, tellement les dieux que nous sommes sont d'une intelligence qui dépasse notre entendement. Donc oui, il n'y a pas d'intérêt pour nous de sortir des limites du jeu. Nous sommes ici pour jouer. Dès qu'on arrête de jouer, en fait, on est obligé de recréer une émanation et de recommencer. Je parlais tout à l'heure de notre lointain passé, qui est en fait notre cerveau reptilien, tout simplement, nos atavismes les plus profonds, et qui est la part créateur dans la créature que nous sommes, c'est-à-dire notre propre Dieu. C'est juste nous, depuis une perspective tellement grande qu'on a du mal à le comprendre. Eh bien, de la même façon, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire dans notre futur, tu trouves en fait les civilisations hautement évoluées ou les êtres hautement évolués, comme par exemple les Pléiadiens ou ce genre d'énergie ou de fréquences, qui ne sont pas des êtres ou des extraterrestres et machin. Moi, je parle que de fréquences énergétiques. C'est-à-dire que quand je parle d'un ancêtre reptilien ou d'un ange ou d'une licorne ou d'un dragon ou de mon extraterrestre du futur, en fait, ce ne sont que des fréquences. Ça n'est pas plus réel que ce plan-là. Pour moi, il n'y a rien de réel d'autre que les fréquences. Donc quand on parle de forme, c'est-à-dire ancêtre ceci, futur cela, licorne, dragon, machin, quand on parle de forme, on parle de l'illusion que prend l'énergie lorsqu'on la contemple. L'énergie, elle est de l'énergie, quand on la regarde, elle prend des formes. Donc cette forme du futur, qui pourrait être un pléiadien, c'est en fait la même chose, c'est-à-dire nous, mais depuis notre lointain futur. Donc en fait, ces civilisations hautement évoluées ne peuvent pas évoluer plus que là où elles en sont, car elles ont besoin que nous évoluions, car nous sommes la même chose. En fait, lorsque quelque chose veut évoluer, chaque part de cette chose doit évoluer. Si je suis le passé de mon double du futur, lorsqu'il veut continuer d'évoluer, il doit me faire évoluer. C'est pour ça en fait qu'ils nous aident, ils sont simplement en train de s'aider eux à évoluer. Dans cette vie-là, tu as exactement le même exemple. L'homme que tu es aujourd'hui, s'il veut évoluer, il doit aller voir l'enfant que tu étais et aller guérir les traumatismes qu'avait l'enfant pour que l'homme évolue avec. Si l'homme que tu es aujourd'hui continue de chercher à évoluer, mais n'essaye pas d'aller soigner ses blessures de manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de ceci et de cela, ben l'homme que tu es aujourd'hui, en fait, si tu veux, se retrouve, comme qui dirait, coincé dans son aventure.
ces êtres êtres évolués qui sont intéressés par notre croissance. C'est simplement nous, veillant sur nous-mêmes depuis un lointain futur, puisque en fait tous les temps étant simultanés, on existe à tous les bouts du spectre. Ils nous aident en fait par toutes ces canalisations, par les crop circles qui vont atterrir sur cette planète, de l'information qui va arriver par tel ou tel canal, ou simplement en fait des réajustements de fréquences vibratoires qui pour nous servent à rien, auxquels on n'est même pas au courant, l'activation de certains sites, de certains cristaux, il y a des formes de vie qui sont en lien avec les baleines, les dauphins, etc. Et nous on n'a pas pris, on sait rien à propos de tout ça, mais un travail se fait. Et on n'a pas besoin de savoir que ça se fait. On n'a pas besoin de savoir que ça se fait. Le jeu, en fait, auquel on est en train de jouer maintenant, pourquoi on est sur une planète polluée, pourquoi on est sur une planète sur laquelle il y a des guerres, pourquoi on est face à un tel reflet. On est actuellement sur une planète qui est en train de nous enseigner les liens de cause à effet, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. On est en train, par le reflet de ce qui se passe sur notre planète, d'intégrer le phénomène de la créature-créateur. Nous sommes des créatures, mais nous sommes les créateurs. Nous sommes en train de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on bouge de l'énergie, ça a des conséquences. On est en train d'apprendre que quand tu jettes ton mégot par la fenêtre, tu finis par avoir une planète polluée. Tu es en train d'apprendre que quand tu jettes du plastique par la fenêtre, tu finis à la fin par avoir un dauphin sur une plage en train de crever. On est en train d'apprendre les liens de cause à effet entre ce que je produis et ce que ça crée. Et avant, on pouvait pas le voir simplement parce qu'on n'avait pas les outils technologiques pour savoir que quand tu fais quelque chose, ça a une répercussion mondiale. Et aujourd'hui, on le voit. On voit aujourd'hui que ton petit fascisme à ne pas t'accepter devant la glace, à te trouver trop moche pour fonctionner, à te trouver trop nul et trop con, crée des guerres à l'autre bout du monde où des gens tellement persuadés qu'ils sont bons et du bon côté du manche font la guerre aux voisins. Et toi, en fait, c'est une guerre que tu fais dès le matin devant ta glace. Mais on est tout doucement en train d'apprendre les liens de cause à effet entre l'intérieur et l'extérieur. Et en 2500, peut-être que la planète n'est plus polluée, mais que le nouveau challenge va être d'intégrer comment intégrer l'énergie accélérée, et chacune de mes pensées devient vraie. Alors là, c'est un autre challenge. À chaque fois que je pense à un ours polaire, il apparaît dans mon salon. Comment je fais? Et on pourrait vivre, tu vois, un autre problème à un autre moment. D'accord? Donc là, on vit juste une fenêtre qui est 2016 et qui est l'enseignement qui a... Pourquoi partout on voit que de la détresse et de la mort? Parce qu'on est toujours en train de brasser ça dans nos pensées. On apprend les liens de cause à effet entre le dedans et le dehors. Donc du coup, on nous présente une planète qui est en train de mourir et on nous la vend avec la planète va mourir, vite, vite, faites-lui un massage cardiaque, il faut la remettre en vie. Je voudrais juste qu'on comprenne que Gaïa est un être qu'on a du mal à comprendre parce qu'il ne vibre pas que en 3 dimensions. Ça n'est pas que le caillou qu'on connaît. Cet être se contrefout absolument de savoir s'il est fait de gaz, de plastique, de pneus, de pétrole, de fleurs, de forêts, de belles rivières ou de beaux lacs. La planète, elle est elle-même, quoi qu'il arrive, qu'elle soit sous forme de plastique, sous forme de pétrole ou sous forme de pétales de fleurs, elle est toujours la planète et elle se moque bien de savoir quelle est sa forme. Quant à cet anthropomorphisme systématique qui nous pousse à faire croire que tout a peur de mourir sur cette planète, c'est nous, humains, qui avons peur de mourir. Et là aussi, j'en ai parlé plus tôt, on a peur de mourir pour les besoins du jeu. La véritable conclusion que j'aimerais apporter à notre discussion, c'est plutôt beaucoup de religions, de civilisations, de livres tournent autour d'une notion simple, c'est que dans notre cœur, il y a ce que nous sommes de toute éternité. Vous savez, cette espèce de notion. Dans ton cœur, il y a la merveille que tu es. Dans ton cœur, il y a l'étincelle divine. Ici, là, logé au centre du chakra du cœur, il y a l'étincelle divine. Il y a le temps zéro, il y a l'absolu, il y a le divin. On nous a dit, si vous voulez entrer dans le cœur, il faut s'aimer soi-même. Et alors là, on nous a fait des bouquins là-dessus, s'aimer soi-même. Et évidemment, c'est très compliqué, parce que en même temps, on nous a dit que s'aimer, c'était se prendre dans les bras, être tendre avec soi, machin. En fait, on ne sait même pas ce que c'est exactement. Alors, c'est très compliqué. Quand on nous dit juste la phrase, il y a juste à s'aimer soi-même, tu repars avec ça et tu peux faire 10 vies là-dessus, c'est incompréhensible. Donc, voilà comment j'ai envie d'écrire les choses. Imaginons que dans le centre de ce chakra du cœur, il y ait un point tout petit. Et ce point tout petit, on l'appellera le chat de l'aiguille. Lorsque j'entre dans l'infiniment petit du tout petit trou là, je trouve la merveille qui est Franck. Le truc, c'est que pour passer par le tout petit trou du chat de l'aiguille, je dois accepter d'être
infiniment petit. C'est lorsque, et c'est le passage qui mène ici, j'accepte d'être infiniment moi, que j'arrive à passer pour trouver la merveille que je suis. Non pas, comme on nous le vendait auparavant, en nous disant « il faut vous aimer », donc, comme il faut que je m'aime, il faut d'abord que je devienne merveilleux. Donc on nous a dit « comportez-vous de telle et telle manière, quand vous serez des saints, vous pourrez vous aimer, et quand vous vous aimerez, vous passerez dans le chat de l'aiguille pour trouver la merveille que vous êtes. » Moi je vous dis autre chose. Acceptez ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire ce que vous êtes simplement maintenant, sans devenir quelque chose, sans vous changer, sans vous améliorer, sans évoluer, simplement ce que vous êtes maintenant. Quand j'accepte ça, le médiocre et banal humain que je suis, j'accepte les deux polarités. Je suis grand et petit. C'est ça l'expérience que j'ai fait dans ma vie. Des fois je suis sympa, des fois je suis pas sympa. Des fois je suis généreux et des fois je suis radin au possible. Des fois j'ai peur et des fois j'ai pas peur. Et tout le monde a fait cette expérience, et c'est ça que nous sommes réellement. Donc j'accepte la médiocrité de ce résultat, plus et moins, j'accepte la médiocrité de cette polarité, pleinement. Et l'accepter, ça veut dire simplement que je la reconnais dans l'extérieur. Je me reconnais dans le terroriste comme dans le sauveur de l'humanité. Je me reconnais dans les deux acceptations de la polarité. Et me reconnaissant, il se peut, et ce sera un dommage collatéral, si vous voulez, ce sera une conséquence, il se peut que je trouve la merveille en moi. Donc il s'agit simplement de poser une étape. D'abord, j'accepte sincèrement d'être juste ce que je suis. Point barre. Et il se peut qu'il s'avère que l'homme médiocre et banal que nous sommes soit aussi merveilleux.